Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode dont on en parle à Taïwan. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet. Ça. Et de Lisa Dufaux. Alors, de quoi va-t-on parler cette semaine dans cet épisode Peut-être que... Elisa, tu peux nous dire ton sujet pour commencer? Oui, moi je vais vous parler du restaurant Din Tai Fung, un célèbre restaurant, une célèbre chaîne de restaurants taïwanaise. Connu pour les xiaolongbao. Les xiaolongbao, les fameux raviolis au porc, cuits à la vapeur avec un petit jus de viande à l'intérieur. Et les fameux 18 plis pour les faire. Voilà. Alors moi, ça n'a rien à voir du tout. Je vais vous parler des ours formosans qui font l'actualité cette semaine. Je ne sais pas si vous voyez, en fait, pour les auditeurs, l'ours formosan, c'est un ours noir avec un espèce de col en V blanc. Donc il est facilement reconnaissable et c'est une espèce endémique à Taïwan. Et je vous dirai tout à l'heure pourquoi on en a parlé dans l'actu à Taïwan. Voilà, et moi de mon côté, je vous parle un peu de yoga. Cette semaine, le yoga a fait l'actualité avec le Festival international de yoga, avec une star qui va y participer. Donc voilà, vu qu'il y avait l'actualité de ce festival, on va pouvoir en parler un petit peu plus du yoga à Taïwan et de manière un peu plus exhaustive de tout ça. Voilà. Donc on va terminer avec une note zen, quoi. Voilà. Namasté. Namasté. Bon, on va commencer quand même par Din Tai Fung. Bah J'aimerais bien oui, savoir ce que bon tu vas appétit, nous raconter bon dessus. Allez, alors pour ceux qui ne connaissent pas bien ce restaurant, c'est une entreprise dont l'histoire remonte à 1958. C'était à l'origine un petit magasin de vente d'huile de cuisine. Ah ouais. Créé par un couple, Yang Bing-hee et Lai Pon-mai. Ils ont ensuite utilisé la moitié de la surface de leur restaurant pour vendre des xiaolongbao et ça a tellement bien marché qu'ils ont arrêté de vendre de l'huile et ils ont fait croître ce business et aujourd'hui il y a plus de 165 adresses dans 13 pays, notamment aux États-Unis, au Japon, avec 27 restaurants rien que dans l'archipel nippon, mais aussi en Corée du Sud, en Malaisie ou encore en Europe. Mais je ne suis pas sûre que ces chiffres soient très exacts parce qu'on voit encore les adresses en Chine, alors que je vais vous en parler tout à l'heure, ces adresses-là ont disparu. Alors l'entreprise a confirmé la semaine dernière qu'elle allait cesser ses opérations en Australie en annonçant la fin de ses droits de franchise sur le continent. Alors cette annonce fait suite à une lourde amende imposée par les autorités australiennes à l'entreprise taïwanaise qui a été sanctionnée d'une amende de 3,89 millions de dollars australiens après que 3 de ses branches ont été jugées coupables d'avoir sous-payé des travailleurs migrants et d'avoir falsifié la comptabilité au niveau des salaires. Donc, je crois qu'il y a plus de 175 000 dollars australiens de salaires impayés dans cette affaire. Et selon le médiateur du travail équitable d'Australie, Din Tai Fung a délibérément sous-payé 17 employés dans ses restaurants à Sydney et à Melbourne entre juillet 2014 et juin 2018. Alors, mardi de la semaine dernière, des médias ont rapporté qu'au cours de ces derniers mois, les branches de Din Tai Fung avaient été remplacées par une nouvelle chaîne de restauration du nom de Double Chin Eats, donc Double Chin, double menton. C'est pas mal comme nom de restaurant. Avec un nom en chinois écrit en caractères simplifiés, donc peut-être un restaurant tenu par des propriétaires chinois, je ne sais pas. Et les nouveaux restaurants de cette chaîne ont les mêmes adresses que les ex-restaurants de Din Tai Fung, et beaucoup des anciens employés ont été gardés, avec des menus très similaires, même parfois identiques. Un employé de cette nouvelle chaîne de restauration a indiqué dans les médias que le menu n'était plus seulement dédié à la cuisine taïwanaise, mais aussi avec un large éventail de cuisine asiatique. Et cette entreprise a acheté tous les anciens restaurants, y compris les employés, selon ce dernier. Voilà. Donc sur Google Maps, on peut voir déjà que tous les restaurants Din Tai Fung sont fermés définitivement. Et le médiateur du travail équitable a indiqué que 2 opérateurs de restaurants à Sydney avaient déjà payé leur amende, respectivement de 92 000 et de 105 000 dollars taïwanais, mais que l'entreprise Din Tai Fung, elle, n'a pas encore payé la sienne. Donc on ne sait pas trop ce qu'elle compte faire. Et on peut en profiter pour rappeler que le 31 octobre 2024, Din Tai Fung avait déjà fermé ses 14 restaurants dans 5 villes en Chine, à savoir 8 restaurants à Pékin, 2 à Tianjin, 3 à Qingdao, 1 à Xi'an et un autre à Xiamen. Alors le permis commercial de la chaîne de restaurants, qui était d'une durée de 20 ans, est arrivé à expiration l'année dernière
et le conseil d'administration a dit qu'il n'était pas parvenu à trouver un accord sur l'avenir de la chaîne en Chine. En tout cas, c'est la raison officielle qui a été donnée. Et c'était la fin de 20 ans d'opération et de présence sur le marché chinois, puisque Din Tai Fung avait créé, en coopération avec le groupe taïwanais Dachan, une co-entreprise en 2004 pour développer ses restaurants en Chine. Je crois que tu avais fait on en parle à Taïwan dessus, non ? Il me semble sur Din Tai Fung particulièrement. Sur le fait qu'ils avaient quitté la Chine, ou alors j'ai rêvé. Ouais, si, alors peut-être pas non pas à Taïwan, mais j'avais fait un petit sujet, je crois, sur le fait qu'ils fermaient en Chine. Oui. Et si on veut remonter un petit peu plus en arrière, Din Tai Fung a aussi fermé en 2020 son premier restaurant aux États-Unis. Là, la raison avancée, c'était la crise économique. Mais il y a quand même beaucoup de restaurants qui sont présents aux États-Unis, la plupart en Californie. Cette adresse, c'était la pionnière aux États-Unis pour la marque, qui a ensuite ouvert 12 autres restaurants aux États-Unis, dont 7 en Californie seulement, et un nouveau restaurant à Las Vegas en 2020. En tout cas, moi, je me demandais plutôt quand est-ce que Din Tai Fung allait ouvrir en France, mais là, ils sont plutôt dans une optique de réduction de restaurants quand même ces dernières années, j'ai l'impression. C'est ce que j'ai pensé en lisant ça, mais apparemment, la chaîne n'est pas non plus en train de fermer son ambition internationale. Il y a encore des projets d'ouverture de restaurants, comme à Vancouver, qui sera la première ville du Canada à avoir un restaurant Din Tai Fung cette année. Et il y a aussi une autre adresse qui doit être inaugurée à Scottsdale, dans l'Arizona, en 2026. Donc apparemment, ça continue. D'accord. Mais c'est seulement certaines adresses qui ferment. Je voulais peut-être préciser pour les auditeurs qui n'étaient pas encore à Din Tai Fung, une des spécificités, justement, tu parlais des ouvriers, enfin des travailleurs qui n'avaient pas forcément été payés. Alors, je ne sais pas si c'était à ces postes-là, mais une des spécificités de ce restaurant, c'est qu'on peut voir justement les cuisiniers, enfin, je ne sais pas si on peut dire cuisiniers, mais en tout cas, les préparateurs des xiaolongbao, de cuisine. Voilà, qui travaillent justement, comme tu disais, faire les plis des xiaolongbao et des raviolis. Et donc, on peut regarder leur dextérité, quoi. Ils font ça à une vitesse hallucinante. C'est vrai, Ils ont un savoir-faire assez incroyable. Alors, je sais pas, qu'est-ce que vous commandez à Din Tai Fung, vous ? Perso, moi, mon truc préféré, en dehors des xiaolongbao, c'est la côte de porc avec le riz sauté. C'est très simple, mais ils le font très bien, je trouve. Moi, il y a tellement de plats que j'aime là-bas que je ne sais pas, honnêtement. Mais en fait, j'allais souvent là-bas quand j'étais au Japon. Et parce que ça me rappelle Taïwan, c'est vraiment... comment dire ? C'est pas comme quand on va dans un restaurant... par exemple, un restaurant chinois en France. Pour moi, c'est pas vraiment comme à Taïwan, quoi. C'est un peu francisé. Enfin, je sais pas comment dire. Mais là... Din Tai Fung, à l'étranger, ils font exactement la même chose qu'à Taïwan. Donc, en fait, on a vraiment l'impression d'être à Taïwan au niveau du goût. Mais à Taïwan, j'y étais une fois à la Tour 101 et je pense que je n'y retournerai plus parce qu'il y a trop de queues. C'est vraiment infernal. Et en plus, maintenant, c'est des robots qui nous servent. Donc, ça m'a pas donné envie, quoi, honnêtement. Je crois que c'est facilement 1 ou 2 heures de queue quand on va au Din Tai Fung de 101. Donc c'est vrai après, il y en a peut-être d'autres ça décourage un peu. qui sont moins fréquentés. Mais... Non, la plupart sont très fréquentés. Ah oui, oui. Je crois que l'un des moins fréquentés à Taipei, ça va être celui de Zhongshan. Et c'est déjà la queue d'1 heure. Ah ouais. Et après, vous avez bien sûr les deux. Il faut prendre son numéro et puis partir faire autre chose. Voilà, faut prévoir, quoi. Ouais. Faut savoir qu'on va pas manger à l'heure. Quand c'est dans les grands magasins, on peut faire un peu les boutiques en attendant, quoi. Moi, c'est le riz frit avec les crevettes. Ou juste avec de l'œuf. Parce que c'est pas facile de faire un bon riz sauté. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça celui rejoint un petit peu. Oui. Moi, j'aime bien avoir la petite côte de porc dessus, mais sinon, la même idée. C'est toujours le bon riz frit en dessous, c'est qui est très très bon. En tout cas, c'est un peu une étape obligée pour les touristes qui viennent à Taïwan, aller essayer Din Tai Fung. Et en parlant, peut-être pour un peu élargir le sujet, récemment, il y a pour parler un petit peu des réseaux sociaux, sur YouTube, il y a eu un épisode spécifique sur Din Tai Fung par la plus grosse chaîne d'un étranger à Taïwan, qui est celle de Ku, un français. Et il fait toute une série en fait sur des étudiants, des collégiens, des lycéens qui viennent d'avoir leur bac, qui viennent à Taïwan en fait découvrir
la nourriture taïwanaise. Alors ils ont déjà pas mal découvert en France parce qu'il avait fait une série avant, pendant 3 ans, où il leur faisait découvrir petit à petit des plats taïwanais, mais bon, importés, avec toutes les difficultés que ça peut apporter, et pas la fraîcheur ni l'environnement Plutôt taïwanais. des snacks peut-être. Voilà, donc ils redécouvrent tout vraiment façon à la taïwanaise 100% dans cette série qui est très très populaire. Ça lui a permis notamment d'avoir maintenant 2 millions d'abonnés. Et chaque vidéo est vue à 1 à 2 millions de fois. Et donc il a fait donc un épisode spécifique sur Din Tai Fung où il les a emmenés dans une salle privée avec vraiment le service maximum, etc. Pareil, ils ont quand même un peu filmé tout ce qui était la préparation, le fait de faire les 18 plis, etc. Et c'était assez intéressant. C'est pour ça que je me souviens des 18 plis, parce que j'ai vu l'épisode il y a pas longtemps. D'accord. Voilà. Bon, c'est une super transition finalement pour l'ours Formosant, parce que lui aussi a très très faim, je pense. Ouais, alors en fait, en début de semaine, un ours noir de Formose qui avait déjà été précédemment capturé et relâché dans la nature dans le comté de Hualien, donc dans le nord-est de Taïwan. Donc il a été de nouveau capturé. Et en fait, il avait perdu beaucoup de poids par rapport à la dernière observation. Donc, on s'interroge un petit peu sur son avenir. Alors, pour vous raconter ça en détail, l'Agence taïwanaise des forêts a capturé l'ours quand il cherchait de la nourriture dans le canton de Yuli, en le piégeant dans une plantation de fruits lundi matin. Et en fait, il a été examiné par un vétérinaire de l'Association taïwanaise de conservation de la faune sauvage. Et le vétérinaire a constaté que l'ours qu'on a nommé Dagu Ali, il avait perdu beaucoup de poids depuis sa dernière remise en liberté, donc qui date de début décembre 2024. C'est un habitué. Ouais, il fait des séjours parce dans la nature et puis ensuite il rentre. Oui, parce que en fait, il avait été secouru pour la première fois par l'Agence taïwanaise des forêts en mars 2024, donc il y a 1 an, et c'était quand il avait pénétré dans des zones proches d'habitations humaines, enfin d'habitation quoi, pardon, oui. À Yuli. Et à ce moment-là, il lui avait mis un traceur satellite autour du cou. Donc, ils ont pu un petit peu le tracer. Est-ce que c'est parce qu'il avait trop faim ? Il s'est approché des habitations ? Comme il ne parle pas, on ne peut pas lui demander directement, mais tu vas voir petit à petit, je pense que c'est une probable partie de la réponse. Et donc, la dernière fois qu'il a été arrêté, là, en début de semaine, capturé, pardon, c'est pas un fugitif. Il a été mis en examen. Il était passé de 91 kilos à 63 kilos. Waouh. Et en fait, c'est énorme. Faudra qu'il me donne son secret. Pour un ours, c'est... Bah ouais, il a perdu presque un tiers de son poids en 3 mois. Et sa patte arrière gauche avait une nouvelle blessure, alors qu'il venait de se remettre de précédentes blessures. Et donc, la dernière fois qu'il avait été capturé, il avait été suivi 8 mois, soigné pendant 8 mois, avant d'être relâché. Et il avait été observé ensuite, grâce au traceur satellite, entrer dans le parc national de Yushan, donc la montagne la plus haute de Taïwan, probablement pour y établir un site pour l'hibernation. Et ensuite, il a commencé à se déplacer à nouveau début février. Et on pense que la perte de poids est due en partie du coup à l'hibernation quand même, mais aussi peut-être parce qu'il a eu du mal à trouver de la nourriture en raison de sa blessure à la patte. Oui, c'est plus difficile pour chasser. Oui, et du coup, c'est peut-être ça aussi qui a fait qu'il s'est rapproché des zones d'habitation pour essayer de trouver de la nourriture plus facilement. Et donc le 3 mars, donc un petit peu avant, des enseignants d'une école primaire à Uli avaient déjà signalé qu'un ours noir avait été aperçu dans la cour de l'école. Et en fait, c'était lui. Ils ont vérifié après avec le satellite. Et cet ours est aussi allé dévorer de la viande avaraillée qui avait été placée dans une plantation de fruits pour attirer les mouches à fruits. Donc il avait a priori quand même faim. Et on ne sait pas encore s'il sera remis en liberté ou s'il bénéficiera de soins de longue durée comme la dernière fois. Ça va dépendre d'un examen physique approfondi qui va avoir lieu.
Alors, j'ai fait quelques recherches. Est-ce que vous savez combien il reste d'ours formosans à Taïwan? Parce que c'est une espèce en danger. Je dirais peut-être 300 Non, maximum, peut-être. Ouais, je sais pas, j'avais une idée plus de 1000, mais je suis peut-être très loin. Alors, c'est plutôt Lisa qui est dans le vrai, parce que c'est entre 200 et 600. Bon, c'est difficile quand même à estimer, parce qu'entre 200 et 600, c'est pas la même chose. Oui. Mais quand même, a priori, c'est même pas un millier. Et alors, pour vous donner un petit peu d'infos sur cet ours, normalement, il pèse entre 60 et 150 kg et mesure entre 1,30 m et 1,80 m. Et c'est plutôt exceptionnel qu'ils viennent près des habitations parce qu'ils vivent normalement plutôt dans la chaîne de montagnes centrales de Taïwan, à une altitude entre 1000 et 2000 mètres, mais on peut les trouver au-dessus aussi. Ils sont plutôt omnivores, enfin, ils mangent des petits animaux, mais aussi surtout des fruits ou des plantes. Ils sont solitaires et ils évitent normalement d'entrer en contact avec les humains. Et selon de nombreuses ethnies autochtones à Taïwan, c'est considéré comme de mauvais augure en fait d'attraper un ours. Par exemple, quand on place un piège en forêt, la chasse à l'ours formosan a été interdite en 89. Mais il y a quand même de temps en temps des chasseurs qui enfreignent cette loi. Et je ne sais pas trop si c'est des autochtones ou des Han, mais en tout cas, il faut savoir que la bile d'ours est recherchée en médecine traditionnelle chinoise. Donc peut-être que ça explique ça. Et puis, je vais terminer là-dessus. Il y a une émission du service de langue anglaise de RTI qui s'appelle Formosa Fauna sur les animaux à Taïwan. Et donc, dans la dernière émission, j'ai découvert qu'en fait, il n'y a aucun... Dans les annales, en tout cas, il y aurait aucun ours formosan qui a attaqué des humains à Taïwan. C'est même dans le souvenir des gens, quoi. C'est pas comme les grizzlies où on sait qu'ils attaquent de temps en temps les humains, mais apparemment les ours taïwanais sont plutôt timides. Moi, j'avais un ami à Miss qui m'a raconté que son père avait été attaqué par un ours tu noir. Vois. Bon, il faut le mettre dans les annales alors. Et du coup, j'ai aussi appris dans cette émission que il y a quelques jours aussi, il y avait 2 ours formosans qui ont également été repérés près d'une autoroute, aussi dans le comté de Hualien, à une basse altitude, ce qui est aussi pas normal. Et aussi près d'un site de construction. Donc, l'Agence de la conservation de la forêt a conseillé quand même aux ouvriers qui travaillent sur ce site de construction de faire attention, puis surtout de ne pas laisser de la nourriture sur place, parce qu'apparemment, c'est ça qui les attire. Voilà. Bon, on va terminer là-dessus pour passer à notre page zen. Oui. Pratiquons tous le yoga. C'est ce qui était conseillé il n'y a pas si longtemps par un ostéopathe dans une émission sur YouTube. Je regarde beaucoup de choses sur YouTube, vous pourrez le comprendre. Il disait que le sport, la pratique sportive, l'activité physique la meilleure pour le corps est le yoga. Donc je fais mon introduction comme ça pour parler un petit peu justement de la pratique du yoga à Taïwan avant d'ensuite enchaîner sur ce fameux événement, le plus gros événement de yoga de Taïwan de l'année qui aura lieu le jour de la fête de la musique. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Et donc la pratique du yoga à Taïwan a connu une croissance significative ces dernières années avec souvent des tendances un peu plus venus des États-Unis ou de pays occidentaux qui ont eu aussi un genre de boom dans cette pratique depuis la fin des années 2000, fin des années 2000, oui. Il y a eu plusieurs étapes dans la pratique du yoga, mais à Taïwan, ça s'est vraiment popularisé avec cette importation des États-Unis. C'est vrai qu'on voit pas mal de monde à Taïwan quand même faire du yoga. Voilà. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'Indiens qui enseignent le yoga à Taïwan, non ? Il y en a, mais c'est pas très fréquent. C'est plutôt le yoga, leggings Lululemon et crop top que le yoga en pyjama fait par les Indiens. J'allais y venir, j'allais dire, ça venu aussi avec la vague de pratique de yoga un peu étrange, avec le yoga bière, le yoga au vin ou encore le yoga chien. La pratique avec votre compagnon
à quatre pattes. Je suis pas à la page, moi. Voilà, Je connais pas tout ça. C'est pas grave. C'est pas très grave. Ce sont des modes qui sont venus avec la popularisation de l'activité physique, donc aux États-Unis notamment. Bière. Le yoga bière, voilà, c'est-à-dire que vous faites toute votre séance avec une bouteille de bière à la main. D'accord. C'est un concept. Voilà. Le but, c'est de ne pas la boire, c'est ça, de faire de la méditation non, pour éviter de la boire. C'est le faire en la buvant, justement. Pour apporter les bienfaits d'un peu d'alcool, pas trop. Voilà. D'accord. Je vois. Voilà. Sponsorisé par... Et bien sûr, il y a aussi des versions beaucoup plus saines avec notamment du kombucha, c'est pour ceux qui connaissent, qui est venu aussi avec cette envie de bien-être un petit peu de la société américaine, de certaines parties en tout cas. Donc à Taïwan, la population est de plus en plus consciente des bienfaits du yoga, notamment la réduction du stress, l'amélioration de la flexibilité et la promotion de la paix intérieure, mais aussi en fait, c'est souvent ce qui est associé au yoga dans les clichés, mais dans le yoga que personnellement j'ai pratiqué à Hong Kong par exemple, et il y a eu aussi une grosse mode vers les années 2010 à Hong Kong du yoga, il y avait des salles qui ouvraient tout le temps. Et tout le temps, elles étaient pleines. Il y avait beaucoup de gens qui en faisaient. Et je connaissais des gens d'ailleurs qui ont fait pas mal de profits grâce à l'enseignement du yoga, avec des salaires allant jusqu'à 80 000 Hong Kong dollars par mois, ce qui fait à peu près 9 000 euros quand même. Pour du yoga, c'est pas mal. C'est une question qui fait beaucoup débat d'ailleurs dans le monde. La question de l'appropriation culturelle en lien avec le yoga, de gens qui font du profit sans vraiment chercher le côté un peu plus spirituel qui normalement est associé à la pratique. Oui. Et donc, et pourtant la personne, c'était pas, elle ne mettait pas comme dans beaucoup d'enseignements du yoga. En général, c'est pas des prix fixes. On dit mettez ce que vous voulez. Voilà. Même ces classes-là, mais il y avait quand même 50 personnes dans des studios qui faisaient pas plus de 20 mètres carrés, quoi. Donc, c'est Hong Kong en même temps. C'était chaud. Voilà. Mais bon, voilà, petite incartade. Et moi, donc, je me suis mis aussi pour ma pratique personnelle, j'ai fait pas mal de ce qu'on appelle du yoga, aussi une méthode assez moderne, ce qu'on appelle l'acro-yoga, qui est de la pratique à plusieurs, dans laquelle on associe donc des méthodes à plusieurs personnes, des pratiques de sport acrobatique à plusieurs personnes, avec une partie un peu massage et étirement à deux. Voilà. Et, donc ça permet aussi un petit peu le contact physique, on sait que ça apaise les gens. Si on reprend notamment les études, le skin to skin avec les bébés, etc., même chez les adultes, ça a un effet. Et donc, voilà. Donc, c'est parti de là. Et maintenant, c'est devenu vraiment un truc où les gens font quasiment de l'acrobatie à deux, du main à main, ce qu'on appelle le main à main techniquement, et qui est donc une pratique un peu plus comment dire, occidentalisée ou acrobatifier, si je veux inventer un mot, du yoga. Cela mis à part, pour ne pas trop, pour venir un petit peu au fait donc de notre actualité du jour, c'est donc le Festival international du yoga a fait sa conférence de presse pour annoncer l'organisation de cette année, qui aura lieu donc le 21 juin. Donc c'est international, il y aura des gens qui viendront du monde entier. Il y a des gens qui viennent du monde entier. J'ai vu des photos même pour le festival, il y avait justement un enseignant indien qui était là, et aussi une personnalité dont je vais parler sur la fin de la présentation de l'événement, dont j'aimerais d'abord faire un petit retraçage historique. L'événement a été créé en 2014, donc justement avec cette vague de popularisation du yoga, notamment grâce aussi, comme tu disais tout à l'heure, Lululemon, puisque Lululemon, 90% ou 95% de leurs objets sont fabriqués à Taïwan. Taïwan est extrêmement fort dans les textiles liés au yoga et aux produits même, puisque ce sont les rouleaux avec la mousse, les tapis, etc. Vraiment toute la gamme de produits liés au yoga, en tout cas le yoga à l'américaine, sont très liés aux produits taïwanais au final.
avec un confort particulier, des matières particulières, des doubles matières. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà. Et c'est aussi un peu pour ça qu'à Taïwan, ça a un peu pris, puisque au final, les marques, les producteurs taïwanais ont essayé aussi de vendre leurs produits en démocratisant la pratique du yoga. Ce festival a aussi pour particularité de ne pas être une série de cours et d'ateliers ou de conférences sur la pratique de yoga. Ils ont vraiment voulu dès le début faire une véritable immersion dans la culture, avoir justement le côté spirituel, tout le côté culturel, avec et dont l'objectif est de transformer. Alors le lieu, c'est le Taipei Expo Park, en une sorte de sanctuaire donc du yoga, dans laquelle il y a notamment des conférences sur la philosophie, les origines, l'histoire de la pratique, et donc participer aussi à des séances de méditation, pas forcément de pratique physique, hein, vraiment de méditation, vraiment où on ne fait vraiment que de la réflexion et de la relaxation. Il y a aussi apprendre toutes les formes de yoga qui sont très variées, hein. On peut parler du hatha yoga traditionnel, et puis bien sûr les pratiques modernes, dont l'acro-yoga sont également présents. Et la particularité aussi de cet événement, c'est que chaque année, il y a de plus en plus de monde qui participe, et de nouveaux professeurs et experts sont invités, élargissant ainsi la palette des activités proposées. Des maîtres yogis venus d'Inde, berceau du yoga, partagent leur savoir et leur expérience, offrant aux participants une occasion unique de se connecter aux racines de la discipline. Il y aura du yoga bière ou du yoga gaolien? Peut-être, il faudra le demander. Même si cette mode a disparu très vite après qu'elle soit apparue, c'est très rare maintenant de voir. Mais je pense qu'il y aura forcément du yoga pour chiens, parce qu'on est à Taïwan. C'est certain. Ça, c'est resté. Mais le yoga bière ou le yoga vin, c'est quand même un peu plus ancien dans les cours qui étaient enseignés. La pratique a un peu disparu, je dois l'avouer. Ensuite, l'objectif est de faire du yoga donc une pratique accessible à tous, quel que soit l'âge, la condition physique et le niveau d'expérience. C'est avant tout aussi un très bon moyen de faire connaître la pratique, et sous beaucoup de formes différentes, et donc d'essayer d'attirer plus de monde à cette pratique à Taïwan. En ce qui concerne donc l'événement, il va y avoir plusieurs choses assez intéressantes et uniques à cet événement cette année, notamment la participation d'un ancien athlète olympien, qui a gagné aux Jeux de Tokyo une médaille d'or. Il s'agit de Li Yang, le badiste. Et il y a aussi donc une tentative de record du monde avec un asanas, une série de 12 postures de yoga, avec plus de 5000 participants en même temps. Waouh. Qui sera organisé par le maître yogi de Himalayan, Siddha Siddha Akshar, pardon. Et donc voilà, c'est un spécialiste des grands événements de pratique de yoga à énormément de gens. Donc c'est lui qui organise cette activité. Parmi aussi, il y a aussi plein de conférences dont je n'ai pas forcément trop parlé, qui sont en lien avec aussi la nutrition, des choses un peu plus larges que juste la pratique et la méditation, et l'histoire. Voilà pour cet événement du yoga. Nous touchons à la fin de cette émission. On peut déjà vous dire à bientôt pour un nouvel On en parle à Taïwan. C'était Valentin Floquet, Lisa Dufaux et Sasa. À bientôt. Au revoir. À la semaine prochaine et bon dimanche.